Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en très bonne santé. Donc aujourd'hui, nous allons faire une étude du prologue d'Antigone de Jean Anouilh, c'est-à-dire la première, l'entrée en scène, la première présentation de la pièce, d'accord? Donc je vous invite à voir une étude de ce passage. Alors avant de commencer la lecture du prologue, on va d'abord identifier ce passage qui se trouve bien sûr à l'entrée de notre pièce ou de notre tragédie d'Antigone. Donc la pièce est introduite par le prologue, d'accord? Ce prologue-là qui est un discours présenté par une personne ne faisant pas partie des personnages. Le prologue n'est pas un personnage et qui est destiné à introduire les personnages. D'accord? Il va nous présenter les personnages de la pièce et d'annoncer l'action. Il donne ainsi une idée générale sur la pièce. Alors, ce qui nous prouve cela, c'est, vous avez l'expression voilà, d'accord? Vous avez voilà, vous avez aussi ces personnages, d'accord? Ces personnages, ça nous montre qu'il est en train de désigner les personnages qui se trouvent sur, bien sûr, sur la scène, d'accord? Mais avant de continuer la lecture, nous allons voir qu'il y a une expression qui est avant ce discours-là. Donc un décor neutre, trois portes semblables, au lever du rideau, tous les personnages sont en scène. Ils bavardent, tricotent, jouent aux cartes. Le prologue se détache de ces personnages et s'avance vers les spectateurs. Donc remarquez bien que ce petit texte-là n'est pas écrit de la même manière que le discours du prologue, d'accord? Il est écrit en italique et il nous donne des informations scéniques. Alors, une information sur le décor, donc un décor neutre. Nous avons sur la scène trois portes qui sont semblables. Sur la scène et au lever du rideau, nous avons tous les personnages qui sont sur la scène et le prologue, bien sûr, qui va se détacher et s'avancer. Donc, toutes ces informations qu'on ne peut pas voir à l'écrit parce que la pièce de théâtre est normalement destinée à être jouée. Ce sont des informations scéniques ou bien des indications scéniques. Alors passons maintenant à la lecture de ce prologue et voyons en quoi il est un prologue. Donc est-ce qu'il va nous présenter les personnages? Est-ce qu'il va nous présenter l'action? Donc effectivement, il va nous présenter les personnages parce qu'il va dire ces personnages. D'accord? On va voir la présentation des personnages. Premier personnage qui se révèle ici. Ces personnages vont vous jouer l'histoire d'Antigone. Donc le prologue est en train de parler avec les spectateurs. Il dit, vous jouez l'histoire d'Antigone. Donc le premier personnage, bien sûr, c'est le personnage d'Antigone. Antigone, c'est la petite maigre. D'accord? Nous avons le premier personnage, c'est Antigone. C'est la petite maigre qui est assise là-bas et qui ne dit rien. Elle regarde droit devant elle. Elle pense. Elle pense. Nous avons ici une répétition. Nous allons voir pourquoi il y a une répétition. Qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Qu'elle va surgir soudain de là, elle va sortir d'elle-même, elle va sortir de la maigre jeune fille noiraude et renfermée que personne ne prenait au sérieux dans la famille. Donc avant, c'était une Antigone qui était maigre, jeune fille noiraude, renfermée, c'est-à-dire elle n'est pas très sociable. Elle va sortir de ce personnage, cet autre caractère et faire quoi? Et se dresser seule en face du monde. Donc on va voir que de ce personnage renfermé, de cette petite fille renfermée, va sortir une fille courageuse et révoltée. Qu'est-ce qui nous montre qu'elle est révoltée? Donc se dresser seule devant le roi. D'accord? Son oncle qui est Créon. Donc là, on a un autre personnage qui est Créon. Nous allons voir plus tard que le prologue va faire une description détaillée de ce personnage. Son oncle qui est le roi, elle pense qu'elle va mourir, qu'elle est jeune, d'accord? Elle est jeune, c'est une jeune fille, n'est-ce pas? Et qu'elle aussi,
elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Donc là, il manque une apostrophe. Et qu'elle aussi, elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Donc on voit ici que le nom d'Antigone est un nom qui est assez symbolique. Et depuis que ce rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse, c'est-à-dire une vitesse qui donne le vertige, une très très grande vitesse de sa sœur Ismène. Donc là on voit un autre personnage qui est le personnage d'Ismène, de sa sœur Ismène qui bavarde et rit avec un jeune homme, de nous tous qui sommes là, bien tranquilles à la regarder, de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Donc Antigone va s'éloigner de sa sœur Ismène et va s'éloigner de nous les spectateurs qui sommes là, assis à la regarder et qui n'avons pas à mourir ce soir. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, l'heureuse, Ismène. Donc Ismène, on voit que c'est une jeune fille qui bavarde, donc elle rit, c'est une jeune fille bavarde, joyeuse. Regardez le tableau, Ismène, sœur d'Antigone, elle est bavarde, elle est joyeuse, elle est belle, d'accord, et heureuse et éblouissante, d'accord. C'est une fille très très belle, blonde, l'heureuse, c'est Ismène. Le jeune homme avec qui parle la blonde, la belle, heureuse Ismène, c'est Aimon. D'accord, on a un autre personnage, le personnage de Aimon. Alors, qui est Aimon? C'est le fils de Créon et il est le fiancé d'Antigone. Fiancé d'Antigone et fils du roi Créon. D'accord? Tout le portait vers Ismène. Donc, on va voir un peu le passé de ce Aimon. Tout le portait vers Ismène. Et ça veut dire qu'il ressemble beaucoup à Ismène. Son goût de la danse et des jeux, son goût du bonheur et de la réussite, sa sensualité aussi, ça veut dire que c'est un jeune homme beau et attirant, d'accord? Car Ismène est bien plus belle qu'Antigone. Et puis un soir, donc il y a un grand écart, une grande différence entre Antigone et Ismène. Ismène est très très belle. Et puis un soir de bal, c'est-à-dire une fête, où il n'avait dansé qu'avec Ismène. Aimon avait dansé seulement avec Ismène ce soir. Un soir où Ismène avait été éblouissante. Donc là, on a une hyperbole. Donc cette hyperbole, c'est tout simplement pour montrer la beauté de Ismène et l'écart, la grande différence qu'elle a avec sa sœur Antigone. En quoi c'est une hyperbole? Simplement parce que qu'est-ce qui éblouit? Ben, c'est le soleil, c'est quand il y a beaucoup de la lumière du soleil éblouit, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à regarder le soleil en face, ça peut nous rendre aveugles. Donc tellement elle est belle qu'elle est éblouissante. C'est une hyperbole. Dans sa nouvelle robe, il a été trouvé Antigone qui rêvait dans un coin, comme en ce moment, ses bras entourant ses genoux, et il lui a demandé d'être sa femme. Il a demandé à être sa femme à qui? Il a demandé d'être sa femme à Antigone et pas à Ismène. Personne n'a jamais compris pourquoi. Antigone a levé les yeux sans étonnement ses yeux graves sur lui et elle lui a dit oui avec un petit sourire triste. Qui peut refuser les fiançailles avec Aimon, hein? L'orchestre attaquait une nouvelle danse. Ismène riait aux éclats là-bas au milieu des autres garçons. Ismène, elle s'en fout en fait de Aimon. Et là, ces garçons, elle rit avec eux. Elle est heureuse, elle est belle, elle est vivante, quoi. Lui, il allait être le mari d'Antigone. Donc ça y est, elle n'a rien à faire avec Aimon. Aimon va être le mari d'Antigone. Mais il ne savait pas qu'il ne devait jamais exister de mari d'Antigone sur ces terres et que ce titre princier lui donnait seulement le droit de mourir. D'accord? Donc Aimon, si tu choisis Antigone, ben, tu vas choisir la mort. Voyons un autre personnage, cet homme robuste. Qui est cet homme robuste, aux cheveux blancs, qui médite, qui réfléchit près de son page? Ben, c'est qui? C'est Créon. Alors, voyez qu'on revient au personnage de Créon. Alors, qui est Créon? C'est le roi. Il a des rides.
Il a des rides, le pauvre. Il est fatigué. Il joue à un jeu difficile de conduire les hommes. Ben, quel est ce jeu difficile de conduire les hommes? Bien sûr, c'est une métaphore ici pour désigner tout simplement qu'il s'agit de métier de roi, en fait. Pour lui, être roi, c'est un jeu et un jeu difficile. Avant, du temps d'Édipe, quand il n'était que le premier personnage de la cour, il aimait la musique, les belles reliures, les longues flâneries chez les petits antiquaires de Thèbes. Ben, il avait une vie assez amusante pour lui, c'était amusant, la musique, les belles reliures, etc. Donc, mais Édipe et ses fils sont morts. Il a laissé ses livres, ses objets, il a retroussé ses manches et il a pris leur place. Hein. Ça se voit, le fait de retrousser ses manches, ça montre que ça va être quelque chose d'assez difficile, d'assez sérieux. Quelquefois, le soir, il est fatigué. D'accord? Il est fatigué en fait. Fatigué. Il se demande si s'il n'est pas vain de conduire les hommes, si cela n'est pas un office sordide qu'on doit laisser qu'on doit laisser à d'autres. De quoi il parle? Un office sordide. Ça veut dire un travail assez sérieux, d'accord? Un travail, non, alors office c'est une mission. Et sordide c'est quelque chose de sale, de répugnant, qui n'est pas très très bien. Donc là, vous allez me demander de quoi il est en train de parler. Quel est ce travail sale? En fait, c'est le statut de roi. Pour lui, être roi, c'est une mission qui est sale, une mission répugnante, qu'on doit laisser à d'autres. À qui? À d'autres plus frustes, plus sauvages. D'accord? C'est un métier fait pour les sauvages. C'est un métier fait pour les gens qui sont sales. Et puis au matin, des problèmes. Ben, il y a des problèmes. Si on est roi, on a bien sûr des problèmes jusqu'à la tête qu'il faut résoudre. Et il se lève tranquille, comme un ouvrier. Donc, vous voyez, cette routine de se lever chaque matin, ben, on s'ennuie, on n'a pas envie vraiment d'y aller. Comme un ouvrier au seuil de sa journée. Ben, comme si c'est quelqu'un et vous voyez, bien sûr, l'ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille, et bien sûr, qui n'a pas de reconnaissance, et c'est un métier assez fatigant. Donc là, Créon est décrit plutôt comme un homme ordinaire, et obligé de faire son métier de roi. Il est décrit comme un ouvrier. Vous voyez que vraiment, Créon n'aimait pas vraiment être roi, c'est seulement par obligation, parce que c'est lui le seul responsable, bien sûr, après la mort de Polynice et Théocle. La vieille dame qui tricote à côté de la nourrice, qui a élevé les deux petites, donc on a une vieille dame et qui est à côté d'une nourrice. Donc la nourrice, c'est qui? Ben, c'est la femme qui a élevé les deux petites. Donc petite ici, c'est pour désigner Antigone et Ismène. C'est Eurydice, d'accord? La vieille dame qui tricote, c'est Eurydice. Donc Eurydice, qui est Eurydice? C'est la femme de Créon. Elle tricotera pendant toute la tragédie jusqu'à ce que son tour vienne de se lever et de mourir. Donc cette femme, elle tricote et fait rien qu'à part tricoter. Donc elle est bonne, digne, aimante, gentille, tout ce que vous voulez, mais elle ne lui est d'aucun secours. D'accord? Donc c'est une femme, une gentille petite femme qui n'a aucun autre rôle à part d'être la femme, mais pas vraiment. Elle ne va pas porter secours à son mari, elle ne va pas aider son mari. Créon, en fait, est seul avec son petit page. Donc seul avec son petit page, vous voyez ici qu'il y a une oxymore. Il y a une oxymore pour montrer que, en fait, il est... Pourquoi Antigone? Pourquoi oxymore? Parce que tout simplement, on ne peut pas être seul et avec quelqu'un. Mais ça, c'est pour montrer que ce petit page-là, il ne peut rien faire pour lui. C'est comme s'il n'existait pas. Comme, un peu comme sa femme qui est là, mais qui n'est d'aucune utilité. Alors, ce garçon pâle, là-bas, au fond, qui rêve adossé au mur solitaire, c'est le messager. D'accord? Le messager, c'est un autre personnage. Donc, il est seul, il est solitaire, il est triste, il est pâle, il est adossé au mur, il n'a pas envie de bavarder, ni de se mêler aux autres. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà.
D'accord? C'est lui, pourquoi? C'est lui qui viendra annoncer la mort d'Aimon tout à l'heure. Donc il va annoncer la mort et bien sûr, cette tâche-là n'est pas vraiment une tâche très très agréable. Alors, enfin, les trois hommes rougeaux qui jouent aux cartes, leur chapeau sur la nuque, ce sont les gardes. D'accord? On a un autre personnage, d'autres personnages, en fait, ce sont trois gardes. Et ce ne sont pas de mauvais bougres. Ils ont des femmes, des enfants et des petits ennuis comme tout le monde. Ben, c'est des gens ordinaires comme vous et moi. Mais ils vous empoigneront, les accusés, le plus tranquillement du monde, tout à l'heure. Ils sont là, et le cuir et le vin rouge. Ils sont dépourvus de toute imagination. Donc là, on voit qu'il y a quand même une petite description assez dévalorisante de ces gardes. Ce sont les auxiliaires, toujours innocents et toujours satisfaits d'eux-mêmes, de la justice. Ce sont des gens qui ne se plaignent pas vraiment de la vie, qui ne se posent pas beaucoup de questions. Pour le moment, jusqu'à ce qu'un nouveau chef de Thèbes, dûment mandaté, leur ordonne de l'arrêter à son tour, ce sont les auxiliaires de la justice de Créon. C'est pas par amour pour Créon qui est un très très bon roi, mais c'est seulement parce que c'est leur travail. Et si, puisque c'est le roi, le Créon est le roi, donc ils vont être les auxiliaires de Créon. S'il y avait un autre roi, ben, ils vont être les auxiliaires de cet autre roi. Donc on arrive à la fin de la présentation des personnages. Donc après la présentation des personnages, nous allons terminer. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Édipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes un an chacun à ce tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville. Donc Éthéocle et Polynice, ce sont les fils d'Édipe. Ils se sont entretués et battus. Ben, les deux sont morts et sous les murs de la ville. Éthéocle, l'aîné, au terme, alors pourquoi ils se sont battus et entretués? Éthéocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère, 7 grands princes étrangers que Polynice avait gagnés à sa cause ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. D'accord? Donc normalement, Éthéocle et Polynice, après la mort de leur père, ils devaient régner à tour de rôle. Alors une fois Édipe, une fois Éthéocle, une fois Polynice, ainsi de suite. Mais le premier règne d'Éthéocle, le jour où il devait normalement céder sa place à Polynice, en fait il a dit non, 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 je veux bien rester roi, ben toi tu es le petit frère, je ne vais pas te donner ma place. Alors Polynice s'est mis en colère, ben qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé défaire certains grands princes qui étaient prisonniers et il leur a donné la liberté et après il a déclaré la guerre à son frère Éthéocle. Donc ils se sont battus et pendant cette bataille violente, ils se sont entretués. Il n'y a pas eu de gagnant, les deux en sont morts. Maintenant la ville est sauvée. Les deux frères ennemis sont morts et Créon, le roi, a ordonné, donc Créon va être roi après que les deux frères sont morts, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, ben, il a jugé que Théocle était le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, donc on va l'enterrer, on va faire de grandes funérailles, etc. On va inviter tout le monde, tout le pays. Mais Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, d'accord? Alors on voit 3 adjectifs très très valorisants, très très insultants, en fait ce sont des insultes et c'est des insultes plutôt familiers, serait laissé sans pleurs. Il ne faut pas pleurer pour Polynice parce que c'est un traître et sans sépulture encore. Et on ne va pas l'enterrer, on ne va même pas le mettre sous la terre. La proie des corbeaux et des chacals. On va laisser les corbeaux et les chacals le manger. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Toute personne qui va oser défier la loi de Créon, ben, il va trouver la mort et impitoyablement. D'accord? Voyez, ben ça, c'est une petite situation de la pièce. On a besoin de savoir, ben, on a un retour au passé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment Créon est devenu roi, etc. Donc, on a une petite information sur l'action et c'est un peu le rôle du prologue.
D'accord? Donc, deuxième chose qu'on peut apprendre sur le prologue, ben, c'est bien sûr une annonce de l'intrigue, mais avant, il y a aussi une présentation des lieux. Donc, l'histoire, bien sûr, va se passer à Thèbes, d'accord? Thèbes, en Grèce, et bien sûr, dans le château du roi, parce que nous avons Antigone et la nourrice et la maison. Ben, c'est la maison c'est le château du roi. Annonce de l'intrigue. Les frères d'Antigone se sont entretués. On sait que les frères se sont entretués, que Polynice, considéré comme traître, a été laissé sans sépulture sous les ordres de Créon, le roi. Donc le roi nous avons déjà vu ça. Donc, qu'est-ce que nous voyons aussi dans le prologue? Ben, il y a une focalisation zéro, d'accord? Ou un point de vue omniscient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, le prologue, il connaît un peu tout sur la pièce. Ben, c'est normal, c'est le prologue. Donc, il connaît tout sur les personnages, sur l'histoire et les personnages. Il connaît le passé. D'accord? Il sait ce qui s'est passé avant et comment Créon est devenu roi. Et il sait aussi le futur. Il nous annonce même la fin de l'histoire. On sait qu'Antigone va mourir. Dès le début, vous avez la fin. Ben, on sait qu'Antigone va mourir, que Aimon va mourir, que Eurydice va mourir. Ben, on sait déjà tout sur la pièce, en fait. Et on a bien sûr les sentiments des personnages. Quand il est en train de nous parler de Créon, quand il nous dit par exemple le soir, il pense, alors ici, il se demande s'il n'est pas vain de conduire les hommes. Il sait ce que pense Créon quand il est tout seul la nuit, quand il a fini son travail de roi. Donc là aussi, c'est une preuve qu'il s'agit d'une focalisation zéro, une caractéristique de la présentation ou bien caractéristique du prologue. Alors, autre chose qui distingue ce prologue-là, donc nous avons l'annonce d'une tragédie. D'accord? L'annonce de la tragédie et la tonalité tragique. Donc, on nous dit on n'a pas besoin quand même de la comprendre parce que le prologue nous dit cela. Il nous dit elle tricotera pendant toute la tragédie. Donc on sait déjà que c'est une tragédie. Nous avons aussi la fatalité. Qu'est-ce que ça veut dire la fatalité? Ça veut dire un destin ou un avenir qui est inévitable. Donc nous avons l'annonce de la mort des personnages. On sait qu'Antigone va mourir, on sait que Aimon va mourir, on sait que Eurydice va mourir. D'accord? Annoncer la mort de Aimon, donc je vais le montrer dans le texte. Ben voilà. Le messager qui va annoncer, donc elle pense qu'elle va être Antigone tout à l'heure. Il nous dit, elle pense qu'elle va mourir, d'accord? Antigone va mourir. Et aussi, quand nous avons parlé du messager, il a dit, il va annoncer la mort d'Aimon. Et quand il a parlé aussi d'Eurydice, il nous a dit qu'elle va se lever et mourir. Donc c'est une tragédie. Nous avons aussi une situation sans issue menant à la mort. Donc une situation un peu désespérée. Alors nous avons une tonalité pathétique. Bien sûr, on ne peut pas parler de tragédie s'il n'y a pas pathétique. Pathétique qui fait partie de la tragédie, du tragique en fait. Elle pense qu'elle va mourir. Elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. D'accord? Elle aurait aimé vivre, la pauvre. Donc on a ici une antithèse, vivre et mourir, d'accord? Nous avons vivre, on va le mettre avec le vert, ok? Et bien sûr, nous avons là mourir. Vous voyez? Ben, on a une antithèse. Nous avons aussi l'expression l'emploi du conditionnel passé. Ça montre la situation désespérée d'Antigone. Elle voudrait bien vivre, elle est jeune, elle voudrait vivre, mais elle ne pourra pas vivre. Donc ça montre un peu la fatalité et entre nous, ça fait un peu peur parce qu'Antigone est encore en vie et elle pense qu'elle va mourir, elle sait qu'elle va mourir. Donc là, ça fait partie des caractéristiques principales de la tragédie. Alors, qu'est-ce qui distingue un peu ce prologue et qui est un peu inhabituel? C'est un prologue plutôt original. Qu'est-ce qui est original? Donc, dès le début de la présentation, on sait déjà
la fin. Il y a une anticipation sur la fin. On sait dès le début que les personnages vont mourir. Donc c'est pas la peine, mes chers lecteurs, voyez, telles personnes vont mourir. Il y a aussi une méta-théâtralité. Donc quelque chose qui est inhabituel, c'est que tous les personnages sont présents sur la scène. Avant que l'action commence, les personnages sont là en train d'attendre, comme si nous avions représenté les coulisses. D'accord? En attente pendant la présentation du prologue, représentation des coulisses. Nous avons aussi, qu'est-ce qui montre cela? Nous avons le champ lexical du théâtre. Il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. Et depuis que le rideau s'est levé, elle sent qu'elle s'éloigne à une vitesse vertigineuse. Je reviens un peu sur le texte. Donc, et depuis que le rideau s'est levé, il va falloir qu'elle joue son rôle. Il va falloir qu'elle joue son rôle. N'est-ce pas? On a aussi jusqu'au bout, depuis que ce rideau s'est levé. Nous avons aussi dans la didascalie en haut que tous les personnages sont en scène. Donc tout ça, c'est des choses qui normalement ne sont pas habituelles dans une pièce de théâtre en général. Ou surtout dans une pièce tragique et une tragédie classique. Alors, passons à autre chose. En quoi c'est original comme tragédie, comme prologue? Nous avons l'implication des spectateurs. Le prologue est en train de parler avec les spectateurs. Elle s'éloigne de nous qui n'avons pas à mourir ce soir. Donc là, le prologue est en train de nous parler, de nous qui sommes là, de nous tous qui sommes là à la regarder. Et puis encore, elle va vous jouer l'histoire d'Antigone, d'accord? Vous jouez l'histoire d'Antigone, donc il y a ce vous. Tout ça, c'est un peu aussi inhabituel. Alors, vous avez aussi nous qui sommes là, ils vont vous jouer leur histoire. Nous avons aussi, caractéristique qui est un peu décalée de la tragédie classique, nous avons un niveau de langue courant. D'accord? On n'a pas cette pièce écrite en vers avec des expressions recherchées et soutenues. Non, non, non. On a un discours familier, courant et même familier. Regardez, le vaurien, le révolté, le voyou. Ce sont des mots qui sont plutôt utilisés dans le registre de langue, pas littéraire, le registre de langue familier. C'est inadapté normalement à la tragédie classique. Nous avons aussi la présence de personnages ordinaires, des gardes, la nourrice, vous voyez que ce sont des gardes qui s'enclaillent, qui mettent portent des... alors vous voyez les gardes. Revenons aux gardes, ils sentent l'ail, le cuir et le fin rouge. Ce sont des personnages un peu vulgaires, ordinaires. C'est pas vraiment des personnages distingués comme dans la tragédie classique où on a seulement des personnages nobles, des princes et des rois. Non, non, non. On a les gardes et on a même la nourrice qui va prendre la parole. Et bien sûr, nous avons des anachronismes, des éléments qui sont inexistants à l'époque de l'histoire, à savoir l'Antiquité grecque. Donc, les personnages portent des chapeaux. Il y a Eurydice qui est en train de faire du tricot, et les personnages qui sont en train de jouer aux cartes. Et tout ça, ce sont des éléments qui n'existaient pas à l'époque de la pièce originale d'Antigone. Donc finalement, on peut comprendre qu'il s'agit d'une tragédie moderne. La tragédie de Sophocle était une tragédie classique, mais la tragédie de Jean Anouilh est une tragédie plus moderne, plus adaptée à l'époque contemporaine. Alors, merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre attention les amis. N'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour voir toutes mes autres vidéos, tous mes autres cours. Et alors je vous dis au revoir et à très très bientôt.